Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Interdiction de fumer devant les écoles ou les hôpitaux, prix qui augmentent. Les restrictions imposées aux fumeurs sont de plus en plus nombreuses. Une nouvelle entre en application le 1er avril. À partir de cette date, les produits liés au tabac ne pourront plus être visibles dans les points de vente. Mais ces mesures servent-elles vraiment à quelque chose? Faut-il aller plus loin? Ce sont ces questions que l'on va poser à nos invités ce soir. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Martial Bodeau. Bonsoir, vous êtes tabacologue à l'Institut Jules Bordet de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir également Nora Mellard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte prévention tabac à la Fondation contre le cancer. Alors, première question pour vous, Nora. Cette nouvelle interdiction qui rentre en application dans quelques jours, le 1er avril, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on ne puisse plus voir le tabac dans les points de vente? Oui, tout à fait. Ça va vraiment permettre de réduire la visibilité des produits du tabac. Et donc ça, c'est pour toute la population, tant pour les jeunes qui risqueraient de commencer à fumer, que pour les personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer, mais qui ont du mal à arrêter de fumer. Donc ça va permettre vraiment de pouvoir jouer sur cette visibilité et dénormaliser les produits du tabac. Oui, alors Martial Bodeau, vous avez cette même impression. Certains nous diront c'est un effet gadget, on a déjà eu les paquets neutres, on a déjà eu les images fortes sur le tabac. Est-ce que tout ça, c'est utile? Est-ce que ça diminue la consommation de tabac? Il faut partir du principe que plus l'accessibilité à un produit et à son comportement est complexe, moins l'individu va le mettre en place naturellement. Aujourd'hui, nous sommes dans un style de vie où il est relativement facile et confortable de se procurer du tabac, plus que de s'acheter un kiwi à 2 h du matin, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, si l'accessibilité, que ce soit par le prix, le lieu, les moyens, est compliqué, un certain nombre de gens vont se dire « je laisse tomber, c'est trop compliqué, quoi ». Ouais, parce qu'on a déjà joué sur le prix énormément, il y a des mesures qui s'ajoutent les unes aux autres. Quel est l'effet sur le terrain Eh bien, plus la multiplicité de ces mesures font lien comme des pièces d'un puzzle, mieux c'est, parce qu'alors c'est une vision globale et générale. Si on faisait juste comme ça l'a été trop dans le passé, juste l'augmentation du tabac, l'augmentation du tabac, l'augmentation du tabac, on tape toujours sur un même type de clou. L'idée, c'est d'avoir une envergure la plus élargie. Ce que je trouve peut-être juste un chouïa regrettable, c'est que, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que c'est surtout communiqué au niveau du grand public, on parle surtout de contraintes et de mesures punitives, un peu. Moi qui suis thérapeute, tabacologue, j'aimerais aussi que des mesures soient mises en place pour aider. Ouais. Parce que des 2/3 des fumeurs, somme toute, ne sont pas heureux et satisfaits de fumer. Mais ce n'est pas nécessairement en augmentant fortement le prix qu'on les aide. Donc là, on devrait aussi, à chaque mesure de contrainte, donner une mesure d'aide. Oui, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de l'émission sur ces aides que vous souhaitez. Mais une question encore pour vous au niveau statistique. Quel est le pourcentage de fumeurs aujourd'hui et a-t-il diminué ces dernières années? Alors malheureusement, les dernières données nationales qu'on a pour la Belgique, elles remontent à 2018 de l'enquête de Cienzano, où on voyait qu'il y avait 19% de personnes, 19% de la population qui rapportait fumer, 15% de manière quotidienne. Alors ça a diminué depuis les dernières dizaines d'années, mais malheureusement, on ne sait pas maintenant l'impact de la cigarette électronique, par exemple. On ne sait pas non plus comment est-ce que ça va changer, là, surtout ici les dernières années. Donc c'est ce fameux pourcentage, c'est la cigarette classique, en fait, c'est 19%. Oui, tout à fait. Et sur l'électronique, on n'a pas une idée aujourd'hui du pourcentage de fumeurs? Alors en 2018, c'était 4% de la population belge qui rapportait consommer la cigarette électronique. Mais on le voit dans d'autres pays, ça a vraiment fait un gros boom ces dernières années. Ouais, et les personnes qui viennent vous voir pour arrêter de fumer, c'est plus des fumeurs classiques, si je puis dire, ou plus des adeptes? Pour rebondir sur ce que dit ma collègue, je fais beaucoup d'interventions dans des écoles secondaires supérieures. Sur un même groupe de 6, il y a 10 ans, c'était que des fumeurs de cigarettes.
Maintenant, ça fume à tous les râteliers. Il y a encore quelques fumeurs de cigarettes, mais la norme, c'est la cigarette électronique. C'est la puff alors qu'elle est interdite. C'est aussi la consommation du cannabis qui est consommée de manière complètement innocente. C'est aussi la chicha. C'est pour ça que dans les mesures, on parle aussi de les produits du tabac. Parce que ce serait à l'heure de faire un focus sur la vieille cigarette de l'ancien temps, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la réalité d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas tant la cigarette classique, c'est, comme on l'a dit, la cigarette électronique. Sur ce coup-là, les cigarettiers ont bien amené l'histoire, hein. Oui, parce qu'à un moment donné, on a dit, et les tabacologues l'ont dit, que finalement, la cigarette électronique, ça pouvait être un instrument pour entamer un sevrage tabagique. On est revenu là-dessus aujourd'hui? Ça redistribue la consommation avec différents modèles. J'aurais tendance à résumer le tout. Nous avons des patients qui ont tous un point commun: addiction à la nicotine. Oui, mais est-ce que vous conseillez encore de passer par la cigarette électronique avant d'arrêter? Parce qu'à un moment donné, ça a été le discours. Alors, oui, moi jamais. Jamais, dans la mesure où je suis un thérapeute aussi avec une fonction de psychologue comportementaliste. Et ce qui m'a toujours gêné dans la cigarette électronique, c'est que le travail au niveau du déconditionnement psycho-émotionnel et psycho-comportemental n'est pas remis en question, puisqu'on change juste d'emballage. Mais on ne fait pas un travail sur pourquoi je ne vais pas fumer et comment je vais faire autrement. Donc pour moi, la cigarette électronique, pour ceux qui veulent fumer, c'est un plan. Pour ceux qui ne veulent pas fumer, c'est un détour. Ouais, alors Nora, la cigarette électronique à bannir également? Alors, pas à bannir spécialement. De notre côté, on le voit comme un outil potentiel pour vraiment certaines populations qui ont peut-être déjà essayé tous les autres moyens possibles et qui n'y arrivent pas à arrêter la cigarette classique. Mais à côté de ça, le problème, ce qu'on voit, c'est que la consommation de cigarettes électroniques, pour l'instant, elle se concentre majoritairement chez les plus jeunes. Et ce ne sont pas des personnes qui fumaient à la base et qui ont commencé maintenant la cigarette électronique. Ce sont des personnes qui ne fumaient pas, qui n'auraient peut-être jamais fumé grâce aux différentes mesures qui ont dénormalisé la cigarette classique ces dernières années. Et donc avec les goûts, avec les gadgets, ça, c'est une incitation à fumer pour cette couche de population particulière, les plus jeunes. Tout à fait, on le voit avec les produits de cigarettes électroniques. Maintenant, c'est vraiment un design très attractif avec des goûts intéressants. C'est pas pour la personne qui fume depuis 30 ans qui a le goût de barbe à papa, de poire ou de fraise. C'est clairement pour cibler les plus jeunes qui commencent souvent à fumer pour les arômes, parce que c'est agréable. Oui, donc chaque fois, il y a des produits de substitution qui arrivent et d'autres produits. L'industrie du tabac n'est jamais en retard d'une nouveauté. Ils sont en avance, ils sont déjà sur des nouveaux modèles de consommation, mais toujours avec le même mode opératoire. On y fourgue de la nicotine. Alors pourquoi est-ce qu'on met de la nicotine? Bien, sans la présence de cette molécule, le consommateur lâcherait vite le comportement. Or, ce qui intéresse l'industriel qui veut vendre son produit, c'est que le client soit fidèle, jeune pour longtemps et qu'il est difficile à décrocher. Alors on va fourguer de la nicotine. Donc les cigarettiers d'aujourd'hui se sont reconvertis en sorte de dealer à la nicotine, quoi. Alors on va le voir, hein, donc il y a une nouvelle interdiction à partir du 1er avril. Elle s'ajoute à d'autres, puisque au mois de janvier, il a été interdit de fumer tout près des hôpitaux. Par exemple, on avait fait un reportage à l'époque, je vous propose d'en voir un extrait. Les signes sont on ne peut plus clairs et il est désormais interdit de fumer devant l'entrée de cet hôpital. Depuis le 31 décembre, il est obligatoire de s'éloigner de 10 mètres, pas de quoi déranger les fumeurs visiblement. Il faut quand même respecter certaines personnes, il faut respecter les enfants. Moi, à la maison, je ne fume pas, je fume dehors. Mais je ne fume pas à l'intérieur, donc je respecte mon intérieur. Donc, même si on est dehors, à 10 mètres plus loin, c'est pas grave. Les hôpitaux, les crèches ou encore les écoles sont concernés par cette interdiction. Et si la mesure peut paraître symbolique, des contrôles peuvent tout de même avoir lieu. Les inspecteurs du SPF Santé publique, mais la police sont compétents pour sévir en cas d'infraction. Donc tout d'abord sensibiliser et puis des amendes peuvent être émises, donc allant de 208 à 8 000 €. À Milan, une interdiction similaire a été décidée pour toute la ville. Ce n'est pas prévu pour le moment en région bruxelloise et pas forcément souhaitable d'ailleurs. Si on l'interdit finalement partout, le tabagisme va se réorienter dans les maisons en fait. Et on sait que là, c'est une zone où on ne peut absolument pas mettre de législation, et heureusement d'ailleurs.
Mais ce qui fait que le tabagisme passif dans les maisons et auprès des plus jeunes qui seraient enfermés dans ces maisons, ne cesserait d'augmenter. Alors, Martial Bodeau, pour vous, est-ce qu'il faut étendre l'interdiction au parc, par exemple, ou à d'autres endroits, voire à la ville entière? Parce qu'on sent que la mesure fait débat aussi. Hein. Je pense qu'on va vers ce genre de nouvelle société, et j'en ai pour preuve 2 éléments. Le premier, c'est que si on regarde certains pays qui sont plus proactifs dans le domaine de la problématique du tabagisme, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ce que nous discutons est complètement dépassé. C'est acquis, on ne fume plus en rue, dans des immeubles, on ne fume plus. Alors de nouveau, il ne s'agit pas d'aller chercher dans la liberté des gens une sanction, mais il s'agit de dénormaliser, on a utilisé tantôt le terme, que la consommation du tabac n'est pas souhaitable. Oui, mais il y a le risque de tabagisme passif. J'ai posé la même question à vous, Nora. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne mesure, une interdiction beaucoup plus générale ? C'est bien de cibler certains environnements où il y a des populations plus jeunes, parce que on mais veut toute vraiment... une ville, par exemple, est-ce que vous y êtes favorable, vous? Toute une ville, c'est vraiment compliqué, mais à côté de ça, de nouveau, comme ce que Martial a dit, c'est qu'on ne peut pas juste interdire, il faut absolument accompagner les personnes qui fument actuellement à arrêter de fumer. Donc si je vous ai bien compris, actuellement, vous n'êtes pas vraiment favorable à une interdiction sur l'ensemble d'un territoire, ou je vous ai mal compris? Je pense que ce n'est pas ça qui va nous aider à obtenir également le soutien de la population générale, parce qu'on fait aussi attention à la liberté de tout un chacun. Après, il faut aussi se rendre compte que on ne peut pas parler de liberté quand on parle d'un produit qui est aussi qui crée une dépendance aussi forte. Donc on doit vraiment pouvoir aider les personnes qui fument actuellement à arrêter de fumer. Et on arrivera à ces villes sans tabac, mais parce qu'il n'y aura plus personne qui fumera. Et vous pensez qu'il faudra y arriver, qu'on va y arriver très vite, en fait, si je vous entends bien? Ça, je ne sais pas si on va y arriver vite. Puisque vous dites dans certains pays, c'est même plus le débat. Voilà, Milan, on vient de l'évoquer. Vous savez, en même temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Italiens qui faisaient un reportage chez nous, parce qu'ils étaient impressionnés de notre capacité d'interdire la vente de la puff. Donc, qui est cette fameuse cigarette électronique jetable. Et ils ont dit, nous, on n'y est pas encore. Et je me retourne vers eux et je dis, vous êtes plus loin sur autre chose, parce qu'à Milan, on ne peut plus fumer. Oui. Et donc, en même temps, on sent que ça suscite débat, puisque là, par exemple, on parle de l'interdiction de fumer sur les terrasses, et on voit le secteur Horeca qui craint effectivement que ça nuise au chiffre d'affaires et qui dit on a déjà beaucoup de difficultés pour l'instant, donc on n'a pas besoin de ça en plus. C'est vrai que... on touche à un secteur. Donc, par rapport à ça, votre réponse, Martial Bodeau? Ils ne doivent pas avoir peur. Ils ont eu cette peur quand on allait interdire le fait de fumer dans le restaurant à l'intérieur. Ça n'a pas... Je reconnais, hein. Bien sûr, c'est un secteur qui a des difficultés, mais pour le même prix, ils vous disent aussi que les difficultés ont été dues à la crise sanitaire, maintenant c'est les guerres, etc. Donc, je veux dire, c'est un secteur qui a toujours été en difficulté et qui le sera toujours. À un moment donné, il faut montrer du doigt une sorte de responsable, mais s'il calcule un temps soit peu objectivement les choses, sachant que dans la population, on l'a dit, il y a 77%, 80% de non-fumeurs versus 20% de fumeurs, stratégiquement, un restaurateur, un cafetier fait plus d'affaires avec des non-fumeurs qu'avec des fumeurs. Donc autant faire plaisir à la majorité. Et pour ça, vous y êtes favorable à cette interdiction de fumer sur les terrasses? Oui, tout à fait, parce que ça donne un nouvel environnement où on n'est pas exposé aux produits du tabac, un nouvel environnement où on n'est pas exposé au tabagisme passif également. Quand on regarde par exemple les employés qui travaillent dans ces établissements, pour eux, c'est peut-être toute la journée exposé à cette fumée de cigarette. Donc oui, nous sommes favorables à une telle interdiction. Oui. Ouais, alors, une question sur l'accompagnement, puisque vous dites très bien, on va interdire, mais il faut aussi accompagner. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui dans le dispositif, Martial Bodeau, dans le dispositif de sevrage? Peut-être une communication au grand public plus approfondie. Par exemple, je suis sûr qu'il y a une partie de la population. Maintenant, ça va, le mot tabacologue, je crois que
On sait plus ou moins à quoi ça ressemble, mais c'est encore un nouveau mot parce que le métier est nouveau. Mais je suis sûr qu'une grande partie de la population ne savent pas, par exemple, ne sait pas plus exactement qu'une consultation chez un tabacologue est largement remboursée par des mutuelles. Ils ne le savent pas. Ils n'osent pas consulter. Ils se disent, oh là, c'est un spécialiste, ça va être trop cher, je ne peux pas y aller. Alors que non. C'est vraiment largement remboursé, comme aussi des moyens qui pourraient être mis en place avec des tabacologues on a parlé de toucher différents publics, notamment intervenir dans des écoles, intervenir dans des lieux stratégiques pour amener les gens à être accompagnés en temps réel dans leur démarche. Il faut savoir que 2/3 des fumeurs ne sont plus heureux de fumer. Donc si eux, on leur donne une baguette magique, on leur dit tiens, tu deviens non-fumeur demain, ils ne crachent pas dessus. Bon, maintenant, ce n'est pas avec une baguette magique qu'on y arrive. Mais il faut des magiciens qui peuvent aider. Et vous êtes le magicien, alors, Martial Bodo. Oui. Alors, une question pour vous, Nora. On parle des produits de substitution. C'est vrai que le tabac coûte cher. Est-ce qu'un traitement, finalement, au bout du compte, ça fait épargner beaucoup d'argent? Donc, est-ce que, selon vous, ces traitements sont trop chers aujourd'hui ou pas? Alors, sur quelques semaines, la personne qui fume va voir le bénéfice à arrêter de fumer au niveau financier. Également au niveau de la santé, bien sûr, mais également au niveau financier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les substituts nicotiniques coûtent encore trop cher en Belgique. Et donc, il faudrait vraiment que les autorités prennent action et vraiment offrent ça de manière plus accessible, majoritairement aussi pour les publics plus précarisés. On le voit, la consommation ces dernières années de cigarettes a diminué, mais malheureusement, si on regarde les différents groupes de la population, on voit que c'est majoritairement dans les populations plus favorisées que cette consommation diminue fortement. Mais en fait, quand on regarde les autres groupes, on est vraiment très loin du scénario idéal. Et donc, il faut vraiment rendre l'aide au sevrage tabagique plus accessible pour ces populations également. Oui, ça veut dire des traitements qui pourraient être gratuits ou remboursés, ou en tout cas mieux pris en charge, ce qui n'est pas le cas actuellement. Non. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc en France, ce n'est pas un pays exotique pour nous, hein, c'est nos voisins. Il y avait beaucoup plus de fumeurs en pourcentage qu'en Belgique. Et pourtant, à l'heure actuelle, ils sont plutôt bien classés au sens positif du terme. Il y a nettement moins de fumeurs, tout simplement parce qu'ils ont décidé de prendre les choses à bras-le-corps. L'augmentation du tabac, chez eux, ça n'a pas été par coup de dizaines de cents. Ils sont du style à 13-14 euros. Les Français viennent chez nous acheter leurs cigarettes. Oui, mais la cigarette augmente aussi, hein. On se rapproche des prix. Mais il y a encore un différentiel. Ils viennent de beaucoup plus bas, ils ont tout de suite marqué le coup. Comme par exemple, on a évoqué les substituts nicotiniques. Et je ne suis pas là du tout pour en faire la publicité, mais ici en Belgique, acheter une boîte de patch, c'est un coût de 60 euros. En France, c'est 30. Donc vous voyez, voilà, donc ça vaut... Oui. Alors, une question encore sur le respect de ces interdictions. On voit qu'elles se multiplient. Est-ce qu'on a les moyens de contrôler aujourd'hui à la fois qu'on ne vend pas à des mineurs, à la fois qu'on ne fume pas devant une école ou devant un hôpital? On a l'impression que la police est déjà débordée de travail et que, effectivement, c'est des missions qui sont compliquées à faire en plus pour eux. Mais en fait, il faut vraiment se détacher de fumer est un comportement individuel. Fumer n'est pas un comportement individuel. C'est une personne qui fume, elle a commencé à fumer parce qu'elle a été exposée à ça. C'est à cause de la société, en fait, si elle a commencé à fumer. Et donc, il faut que toutes les personnes se rendent compte de la responsabilité qu'elles ont à jouer pour aider à arriver à cet objectif d'une génération sans tabac en 2040. Il faudrait que chacun des acteurs, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les terrains, les clubs de foot, etc., les clubs sportifs, que chacun vraiment voit de quelle manière est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle au-delà de juste faire respecter l'interdiction, mais aussi se demander est-ce que je ne pourrais pas offrir du sevrage tabagique à mon personnel, est-ce que je ne pourrais pas... Voilà, il y a énormément de choses que chaque acteur peut mettre en place. Mais est-ce que vous appelez à plus de sévérité dans les contrôles? Parce qu'on a l'impression qu'être contrôlé pour une cigarette, ça n'arrive quasiment jamais, hein, Martial Bodo. Est-ce que vous demandez plus de contrôle et plus de sévérité ou pas? Parce qu'une mesure n'est efficace que si elle est sans Si on se rend compte que, par exemple, on a parlé tantôt de la vente de la puff, on est dans un round d'observation pour l'instant. Donc interdit depuis le 1er janvier. Voilà, aussi, depuis le 1er janvier, donc là, on ne voit pas clair. On est encore un peu enfumé. Mais si dans 6 mois, on se rend compte qu'en fait,
ça continue à se vendre n'importe où, n'importe comment. Là, je pense que on est dans une société qui dit que pour protéger des libertés, il faut aussi des lois. Hein. Sinon, c'est un peu l'anarchie. Vous savez, moi aussi, parfois, je suis pressé, j'aimerais faire plus que du 120 sur l'autoroute. Est-ce qu'on doit mettre des radars? Est-ce que je dois être flashé? Donc, pas de seuil de tolérance pour vous à partir d'un certain moment? Je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Et puis, toutes les mesures, quand vous pensez, est-ce que ça a un sens, etc. Vous savez, remettons-nous il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. On fumait partout, tout le temps. Maintenant, c'est d'une évidence, je viens travailler, je ne vais plus être enfumé. Personne ne négocie ça, personne ne va être contre, comme on dit. Donc, donnons aussi un peu de temps. On vient de très loin. On vient de... Le tabac était le roi. Maintenant, on est occupé à le mettre sur le côté. Il faut un petit temps pour que le public s'y adapte. Mais comme le disait Nora, la visée, c'est aussi de créer cette fameuse génération sans tabac. Pour qu'un jeune qui va naître aujourd'hui, il ne voit pas sur une terrasse, on prend du bon temps en prenant une boisson et en plus on fume. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des éponges qui s'imprègnent de ce qu'ils voient chez les adultes. Ils font l'association, tiens, on prend du bon temps, on est sur une terrasse, il fait beau, et on fume. Lui, il va encoder l'image, fumer, ça fait partie de la carte postale. C'est ça qu'on souhaiterait gommer de la carte postale. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il faut encore jouer sur le prix? On a vu que le tabac a augmenté... ne cesse d'augmenter, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut aller... on est à combien? C'est 13 € le paquet, à peu près? Un peu moins? Un peu moins. Un peu moins. Est-ce qu'il faut encore aller vers des augmentations de prix, selon vous? Est-ce que ça marche, ça? L'augmentation de prix est une des mesures qui fonctionne le mieux. Mais il faut une augmentation significative. Donc il faut vraiment être à une augmentation de plus de 10% au-delà de l'inflation. Et il faut que ce soit des augmentations qui viennent de manière régulière. On l'a vu dans d'autres pays où maintenant le paquet est à 20-25, l'équivalent de 20-25 €. La consommation de tabagisme est vraiment beaucoup plus basse. C'est une mesure qui fonctionne. Et vous avez le même avis? Il faut aller vers une augmentation drastique? Tantôt, je disais, tiens, regardons ce qui se fait ailleurs, en Australie, Canada, etc. 25 $, le paquet de cigarettes, 7% de fumeurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, on n'achète pas son paquet de cigarettes n'importe où, on ne fume pas n'importe où. Donc, comme on l'a dit tantôt, ça rejoint ce qu'on a déjà dit, la multiplicité de mesures, et pas que des mesures punitives, permet d'avoir un autre angle de vue sur une vision unique qui est encore aujourd'hui la cigarette toute puissante. Oui. Alors, génération sans tabac en 2040, c'est ça que vous nous dites, vous y croyez, vous? Question difficile. Question difficile. Malheureusement, j'ai peur que ce soit peut-être vrai pour une partie de la population, mais pas pour tous. Les inégalités de santé sont encore présentes et il faut vraiment davantage de mesures qui ciblent les publics plus précarisés, chez lesquels on voit une consommation qui est quand même plus élevée. Et donc, vraiment, oui, mais peut-être pas pour tous, malheureusement. Oui, il y a une politique beaucoup plus coordonnée, puisque vous m'avez dit, en préparant l'émission, qu'on a des législations différentes suivant la région dans laquelle on habite. Tout à fait, exactement. La difficulté de la structure belge. Et qu'est-ce qui est différent, en fait, de région en région? Par exemple, tout ce qui est sévrage tabagique, c'est une compétence des régions. Et donc, c'est vrai que ça va dépendre d'une région à l'autre, le remboursement, mais également la surcharge administrative liée à comment est-ce qu'on obtient ces remboursements. C'est toujours alors, compliqué. Martial Baudot, vous y croyez, génération sans tabac en 2040? Faut être ambitieux. Mais attendez, quand j'ai commencé ce métier il y a 35 ans, et maintenant ce que j'entends, je me dis, waouh, on est quand même tout doucement sur une nouvelle planète. Ouais. Et rien n'est fini. Ouais, et vous avez l'impression que, comme vous dites, que les industriels ont toujours une longueur d'avance. Vous avez l'impression que le combat n'est pas perdu. Je crois que ils ont encore une marge pour faire leurs affaires. Hein. Très bien, merci. Mais bon, ne baissons pas les bras. Oui, c'est pas votre style. Hein. C'est pas votre style. Merci en tout cas d'être venu en parler sur notre plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonne soirée.